Merci beaucoup. Merci à vous trois pour vos interventions, votre soutien. Et je pense que on est dans une région et dans une ville où sans tous ces soutiens, ben, on n'aurait pas cette capacité de travailler, de faire de la recherche, mais aussi de créer des liens et des ponts entre les milieux académiques et les milieux industriels qui sont représentés dans la chaire. Vous voyez tous les logos alignés devant vous. Ils sont de domaines divers et variés. On travaille avec certains ensemble depuis 16-17 ans, d'autres une vingtaine d'années, voire plus. Et cette dernière initiative, quand je dis dernière, c'est parce que je me vois dans une décennie devant. Euh, le chantier qu'on a ouvert aujourd'hui, et pour lequel je vais faire quelques interventions et je vais prendre la parole quelques minutes pour vous en décrire un peu le chemin, la feuille de route, où on en est, eh bien, il n'est pas simple. Et je pense qu'on n'y arrivera pas en 2, 3, 4 ans. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse moyen terme. Ce n'est pas du long terme, mais il faut qu'on réfléchisse moyen terme. C'est pas rien quand même. On s'attaque à l'IA générative, on s'attaque à soutenir l'activité de R&D qui n'est ni plus ni moins qu'une activité d'invention. C'est presque le Graal de la machine à inventer qu'on poursuit. Et la façon dont l'IA va pouvoir supporter l'activité d'invention. C'est pas rien. Donc, excusez-moi, monsieur Bonnet, une petite école à l'échelle mondiale, si on regarde les classements internationaux. L'éternel soutien. euh, dans la, on va dire en parallèle d'activités à Stanford, au MIT ou ailleurs, comment est-ce qu'on va exister, nous, avec nos recherches, même si on a des brillants doctorants et docteurs dans l'équipe? Bien, il faut trouver un facteur différenciant qui fait qu'on a un truc que les autres n'ont pas. Sinon, les autres vont parvenir à nos résultats plus vite et mieux. On ne peut pas se comparer à Google. On ne peut pas se comparer à OpenAI. On a allez, 10 milliards de moins de moyens que si on parle de ce qu'ils ont reçu récemment par Microsoft. Donc, comment on peut exister dans un monde où les champions de l'IA, c'est les GAFA, ils archi-dominent la génération de code et on les en remercie parce que beaucoup de leur code nous aide considérablement dans nos recherches, beaucoup de leurs plateformes, mais comment exister dans ce monde et comment mener une recherche qui va à ce point intéresser le milieu industriel pour être efficace et servir simplement la société. Voilà. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter, tout en introduisant aussi le reste de la matinée. On a quelques moments forts qui nous attendent, donc je vais vous faire une brève description qui nous amènera jusqu'à la première pause de la matinée de ce qu'est la chaire Ayar aujourd'hui, après ces 3 premières années d'existence et de travaux, même si nos travaux de recherche sur le sujet sont bien antécédents à ces 3 dernières années. J'ai choisi, pour organiser un peu cette journée, de vous faire partager 2 travaux de docteurs et doctorants de l'équipe. J'ai pris 2, il y en aura 2 aussi à d'autres moments. Vous l'avez entendu de la part de M. Bonnet, il y a un gros événement demain à l'INSA Strasbourg où d'autres directeurs d'équipe et de laboratoire sont invités. Et on va voir un peu ce que font les autres, comment ça se passe en Allemagne, en Roumanie, en Italie, en Thaïlande, en Malaisie, sur des travaux très très proches des nôtres. Donc, ça nous intéresse parce que on ne s'est jamais rencontrés. Donc demain, c'est aussi quelque chose d'important pour nous. Et on a voulu ces 2 journées contiguës. La première pour parler un peu spécifiquement de la chaire et de ce qu'elle a accompli ces dernières années, mais aussi demain pour partager avec d'autres chercheurs une recherche toujours très appliquée, parce que notre terrain d'expérimentation, il reste les milieux des R&D, les projets de R&D dans l'industrie. Voilà, donc 2 travaux de doctorants qui vous seront présentés et qui nous amèneront jusqu'à une table ronde où on switchera en anglais parce qu'on fera intervenir nos amis allemands aussi d'Harbourg et on pourra ouvrir les questions et
et interroger les industriels sur leur intérêt, leur avantage, leurs idées, leur perception de la chair et surtout de son devenir dans les années qui viennent. Voilà. Et on terminera par un déjeuner, un réseautage. Je suis désolé, je vais devoir vous quitter là parce que je fais un autre événement à Mais je ouvrir, sais très bien, mais il mais y en on a aura beaucoup. l'occasion de se Eh ben, revoir avec ce grand soir. plaisir, toujours. À ce soir, certains d'entre vous. Oui, merci. Merci. Voilà, donc ma présentation de la chaire, elle va résider en 2 points. Je vais vous décrire le contexte et le fonctionnement et les récentes réalisations. Donc le contexte, c'est pour vous rappeler que notre cible, c'est les problèmes au sens noble du terme, hein. Les problèmes, il faut les percevoir plutôt comme des opportunités. Et puis, on va faire un focus ensuite sur l'aide à l'ingénieur. Et puis, ce petit plus dont je vous parlais, cette fameuse théorie dont 95% de cette salle la connaissent, peut-être pas tout le monde, mais la théorie TRIZ, c'est ce qui nous singularise. Voilà. Donc, si ceux qui ne connaissent pas TRIZ devaient retenir quelque chose aussi de l'originalité de la chaire arrière, c'est que le fil rouge, on va dire l'ontologie pour employer un terme, ou même la façon dont on structure nos données, est inspiré d'une théorie de l'invention. C'est ça qui nous singularise. C'est ça qui fait qu'aucun autre labo ne fait ce qu'on fait parce qu'il ne structure pas leurs données de la même manière que nous. Donc c'est ce qui nous permet aussi d'obtenir des résultats parce que pour nous, l'activité d'invention, elle a déjà été théorisée par quelqu'un, hein, vous en rappelez quelques fondements, et c'est ce qui aujourd'hui nous singularise. Donc on parlera de TRIZ et de ses fondamentaux. Je ne vais pas ennuyer ceux qui connaissent déjà presque TRIZ par cœur avec trop de descriptions autour de TRIZ, mais il faut quand même, pour ceux qui ne connaissent pas ces fondamentaux, les décrire à nouveau. Et puis, quelques détails sur comment nous fonctionnons. Parce que maintenant, on a appris avec les industriels qui sont autour de cette table à fonctionner ensemble. Et je vais en rappeler les modes de fonctionnement de la chaire. Après, comment ne pas passer un peu de temps pour vous décrire nos réalisations? On n'a pas passé 3 ans à ne faire que de la recherche. On a fait aussi des développements et on est parvenu aussi à des résultats. Tiens, en ce moment, c'est le Tour de France. Ça me rappelle, je vais faire une petite analogie. Là, on vient de passer 3 ans de sprint final pour passer une ligne d'arrivée qui est aujourd'hui. Alors, on y est arrivé, peut-être qu'on n'est pas premier, hein, mais en tout cas, on a eu le nez dans le guidon pendant 3 ans et les doctorants, les masters, les post-doctorants n'ont, je dois le dire, pas ménagé leurs heures et leurs efforts dans le codage, dans la mise en ligne, dans les partenariats et les tests avec les industriels pour parvenir à des résultats. Donc, notre chaire a ceci de particulier par rapport à d'autres chaires peut-être, hein, c'est que nous, nos outils, ils sont sur serveur, en ligne et disponibles. Parce qu'aujourd'hui, on les a rendus suffisamment attractifs pour que les industriels, le diront peut-être, les utilisent. Alors peut-être pas encore pour que ça devienne un outil qui soit légitimé au sein d'une organisation industrielle, encore quelque chose qui est brut de décoffrage de la recherche, mais suffisamment mûr pour faire l'objet de tests industriels et voire même une petite étape en plus, c'est de servir à une start-up, notamment pour en faire après son business dans la société. Donc on a la chance d'avoir une boucle complète ici, la recherche d'abord, avec les thèses en cours, la recherche action avec les bêta-tests chez nos partenaires industriels, et ensuite, quand un outil, on l'estime suffisamment mûr, eh bien, on a aussi la création de start-up en partenariat avec Semia, et Hugo et Tech Impact sont ici pour représenter un des aboutissements de la chaire, c'est la possibilité que nos travaux infusent la société par l'intermédiaire de start-up. Parce qu'on ne veut pas que nos recherches finissent sur étagère. Voilà. Alors, le contexte, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est les problèmes. Alors, des problèmes, toujours des problèmes. Oui, je vais en citer quelques-uns parce que les mots sont déjà revenus un peu, mais
c'est pas les seuls, hein. Neutralité carbone, hydrogène, quantique, lutter contre les virus, relocaliser notre industrie, une défense européenne, le réchauffement climatique. N'en jetez plus, n'en jetez plus. Hein. Mais rassurez-vous, hein, c'est pas fini. Hein. Ça continue d'arriver à un rythme qui s'accélère. C'est quoi le dénominateur commun de tout ça? Le dénominateur commun de tout ça, c'est l'ingénieur, hein, le scientifique, alors, celui qui est censé résoudre. Mais comment voulez-vous que un être normalement constitué, sur ses petites épaules, repose tous les enjeux de la résolution de ces problèmes? Ceux qui portent la responsabilité de l'invention de nouvelles solutions à tous ces problèmes, ils ont du taf devant eux. Ils ont vraiment du travail. Donc moi, simplement, ce que je veux dire en guise de contexte, c'est que, eh bien, ils ont besoin d'aide. Pourquoi? Parce que nos capacités intellectuelles n'ont pas eu droit à la même croissance que la complexification des problèmes auxquels notre monde fait face. Je vais prendre un exemple. En 150 ans, on est passé de Graham Bell, de technologie, un peu de traitement de signal, un peu de mécanique pour en faire un téléphone, à 2000 personnes et 23 métiers pour faire un téléphone. Donc simplement pour vous dire la croissance de la complexité des problèmes en 150 ans. Et croyez-vous que nos cerveaux d'inventeurs ont eu droit à la même croissance? Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur de résoudre les problèmes. On est persuadé qu'il faut assister l'activité d'invention, il faut assister l'inventeur. Dans l'inventeur, j'entends particulièrement celui qui résout. Et je ne veux pas focaliser sur l'ingénieur. Hein. J'en profite, M. Bonnet est parti, hein, donc je peux parler en mal des ingénieurs. Hein. Ça fait 32 ans que je les forme. Hein. Les scientifiques, les ingénieurs, les techniciens, les technologues au sens large du terme, tous ceux qui sont acteurs de la résolution de problèmes ont besoin d'aide. Et on s'interroge sur la façon dont l'IA peut y répondre. Où résident les connaissances? Parce que si on veut assister un inventeur dans sa tâche d'invention, il faut aller chercher les connaissances qui vont l'aider, notamment à formuler et à résoudre. Parce que l'activité, eh bien, elle se trouve dans des textes dont on va reconnaître la fiabilité. 170 millions de brevets, un nouveau brevet à peu près toutes les minutes et demie. Depuis qu'on parle, il y a une bonne dizaine de brevets qui sont sortis. Hein. 300 millions d'articles scientifiques, à peu près un article scientifique toutes les 15 secondes. Je ne parle pas des 570 nouveaux sites sérieux toutes les minutes et du fait que 90% de la connaissance change ou évolue à peu près tous les 3 ans. C'est les statistiques qui nous le disent. Comment voulez-vous qu'un acteur de la résolution de problèmes normalement constitué puisse appréhender cet ensemble de données sans qu'il soit aidé par des outils qui en font la synthèse, l'extraction, les statistiques? Alors certes, aujourd'hui, tout le monde a dans l'idée Google, ou tout le monde a dans l'idée les moteurs de recherche. On sait aussi les limites de ces moteurs de recherche quand on travaille avec et quand on cherche une réponse à une question, quand on cherche tout simplement un résumé, un état de l'art. Et cette limite, on pensait qu'il y avait une sorte d'hégémonie de la part de Google dans sa capacité à nous accompagner jusqu'à l'information. Eh bien, tout ça, ça a été balayé en novembre avec ChatGPT, OpenAI, qui a envahi le monde avec un tsunami de communication derrière et qui aujourd'hui nous fait comprendre que sans une nouvelle génération d'outils d'intelligence artificielle, on ne sera pas efficace dans l'apport à
à ces deux actions principales de l'activité d'invention qui sont formuler et résoudre. Ça ne veut pas dire pour autant que ça y est, la bataille est perdue, maintenant c'est OpenAI qui détient toutes les clés de notre avenir en matière d'IA. Non, non, il y a des petites choses qui font que ChatGPT est très incompétent sur certains secteurs, dans certains domaines et pour certaines tâches. Et peut-être que justement, les tâches hautement techniques et pointues scientifiquement et industrielles sont des tâches dans lesquelles ChatGPT ne rayonne pas vraiment. Donc il y a un intérêt à ce qu'une recherche naisse, et ce qui va distinguer notre équipe, c'est cette fameuse théorie de l'invention. Alors ça porte l'acronyme TRIZ, mais je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet de l'acronyme ni de son histoire, mais il y a quand même un ingénieur derrière qui, pendant 50 ans, a mûri cette théorie, a peaufiné cette théorie et l'a transformée en quelque chose d'utile pour les sociétés industrielles et notamment la transformer en outils et en méthodes. Passer de la théorie à la méthode et aux outils, ce n'est pas quelque chose de simple. Ça a pris 50 ans à Altschuler pour passer d'une théorie, de ce qui était une théorie de l'invention, à des outils d'aide à l'activité d'invention. Sur quoi repose cette théorie? Deux fondements que je vais vous rappeler. Les objets techniques, les artefacts, ce que l'homme a construit, ont des trajectoires parfois analogues. Ça voudrait dire que, d'après Altschuler, un de ses fondements de sa théorie, c'est les artefacts ont une forme d'ADN interne qui font qu'ils évoluent de manière prédestinée, un peu comme s'ils étaient conditionnés par leur environnement scientifique et technique, et ce qui permet l'évolution d'un système technique, ce sont un certain nombre de lois objectives et génériques. Ça voudrait dire qu'il existe une forme de cartographie, un peu darwinienne, qui fait qu'on peut prédire ce que deviendra un objet technique si on connaît la route qui le sépare entre son présent et son futur, et il y a quelques lois objectives qu'il faut connaître. Ça perturbe beaucoup les gens du marketing, qui pensent qu'un objet technique, ça répond à une demande client. Bah non, d'après Altschuler. Donc ça déjà, c'est un point de singularité dans ce qu'on fait. Pour nous, les objets techniques obéissent à des lois objectives. Là, j'ai pris 3 objets. Alors, j'ai pris un clavier assez ancien sur les vieux PDA, j'ai pris un roulement à billes, j'ai pris une scie circulaire et une pince à épiler. C'est des objets qui n'ont rien à voir. Et pourtant, ces objets obéissent tous à la même loi. Ils sont dans l'invention des solutions futures devenues liquides, puis liquide, 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 puis champ. Champ, champ et champ. On est là face à une des lois objectives d'Altschuler, qui est que tout objet technique va invariablement passer de l'état solide à l'état liquide, puis à l'état d'un champ. Ça se vérifie dans des dizaines de milliers de cas. Ça veut donc dire que peut-être que les objets ou ce qui est aujourd'hui objet de vos activités industrielles suit aussi cette loi. Il en est où votre objet technique et qu'est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'il deviendra s'il évolue en respect avec cette loi? Les lois objectives de TRIZ, quelque part, elles balisent la façon dont on perçoit et dont on organise la recherche de problèmes à résoudre pour parvenir à un objectif dont on connaît la trajectoire. Être en connaissance de ces lois nous permet d'être beaucoup plus efficaces que ceux qui cherchent avec une feuille blanche sans cartographie. Deuxième élément de la théorie, et après j'en aurai fini avec la partie théorique, c'est la composition d'une contradiction. Une contradiction, aujourd'hui, c'est le cœur de la façon dont TRIZ représente les problèmes. On est autour d'une table, on est dans la salle Bartholdi, et je vais simplement poser une contradiction, c'est que la quantité de chaises, par exemple, de la salle Bartholdi, on pourrait la vouloir plus importante
parce qu'on poursuit un objectif, c'est augmenter sa capacité. Sauf que si je continue à ajouter des chaises, fatalement, à un moment, je vais avoir un problème de confort dans la salle, parce qu'il y a trop de chaises et trop de personnes. Donc, je vais mettre en opposition deux paramètres dont l'aspect contradictoire est aussi réversible. Si j'améliore la capacité de la salle, il y a de fortes chances que ça se fasse au détriment du confort. Mais l'inverse est aussi vrai. Si j'améliore le confort, il y a de fortes chances que ça se fasse au détriment de la capacité. Et cette opposition diamétrale entre deux paramètres, qui, si j'améliore l'un, risque fort de dégrader l'autre, c'est ce qu'on appelle la notion de contradiction d'Entrée. C'est le cœur de ce qui nous singularise. C'est que nous, dans nos travaux d'IA, on ne poursuit pas le même but que les autres, y compris ceux qui cherchent la résolution de problèmes. Nous, tout passe par un formalisme de structure de données qui vise à obtenir ces contradictions. Alors, contradiction là, parce que je prends l'exemple de la salle, mais des contradictions sont partout. On peut faire la même chose avec la lumière. Je peux augmenter la quantité de spots, hein, comme ça on verra mieux. Mais si j'augmente la quantité de lumière, on va aussi dégrader la consommation énergétique. Et l'inverse est aussi vrai. Donc là, il y a un paramètre d'action sur lequel, moi, en tant que concepteur, je peux agir, c'est rajouter des chaises. Je suis un concepteur de salle, je rajoute des chaises. Mais je suis face à une contradiction. Je suis un électricien, je rajoute des lampes, mais je suis face à une contradiction. Et cette opposition entre le paramètre d'action et la paire de paramètres d'évaluation en opposition, c'est le cœur de la théorie TRIZ. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle problématique industrielle, si on arrive à repérer la contradiction non résolue d'un problème, on a déjà fait la moitié du chemin, c'est qu'on a formulé le problème de manière canonique et suffisante pour favoriser sa résolution. Alors, il y a des deux états opposés, mais je ne vais pas rentrer un peu trop dans le détail. Ça peut aussi s'énoncer de manière littérale. Là, j'ai fait un petit tabloïd pour aider à comprendre, mais la quantité de chaises de la salle Bartholdi doit être importante pour maximiser sa capacité d'accueil et faible pour un meilleur confort. Et cette phrase-là, finalement, est-ce que ce n'est pas une phrase dont on pourrait trouver des phrases proches dans des textes, comme les brevets, comme les articles scientifiques, comme les blogs d'experts ou de spécialistes, comme les sites spécialisés? Et si on disposait d'outils qui nous aident à identifier si des phrases similaires ou proches n'étaient pas déjà dans des textes et exprimées comme étant des solutions à un problème. Donc, naviguer dans un espace de connaissances fait uniquement de problèmes et de solutions, dans lesquels on pourrait trouver des appairages transdisciplinaires, parce qu'un problème dans une discipline ne peut pas trouver une solution dans une autre, parce que le triptyque problème-solution, connaissance, les rassemble quelque part. Donc tous ces travaux, toute cette façon de structurer les données nous aide aujourd'hui à être avec un facteur différenciant pour nos travaux de recherche, mais aussi de construction d'outils applicatifs. Alors, démystifier les clichés, TRIZ, c'est compliqué. Ça, c'est pour ceux qui travaillent sur TRIZ. Les premières phrases qui reviennent souvent, c'est « Ah oui, mais TRIZ, c'est compliqué ». Pourquoi TRIZ n'est pas appliqué plus que ça dans l'industrie? Tiens, ça, c'est une question qu'on pourrait poser à nos amis industriels, mais TRIZ, c'est compliqué, c'est ce qui revient souvent. TRIZ, c'est trop long à apprendre. Il y en a même qui vont préférer des méthodes simplifiées de TRIZ. TRIZ, ça marche qu'en mécanique. Ça, c'est les clichés qu'on retrouve. Moi, je voudrais démystifier les clichés. Je vous ai parlé de lumière, mais on aurait pu parler sur l'hydrogène, on aurait pu parler sur le quantique, des contradictions, il y en a partout, dans tous les domaines. Pourquoi je vous ai présenté un panorama de domaines industriels complètement différents? Pourquoi je vous ai parlé
défense européenne, en même temps que je vous parle de nourrir la planète. Parce que derrière les problèmes, notre théorie, c'est qu'il y a une contradiction non résolue. Si le problème n'est pas résolu, c'est qu'il y a encore une contradiction. Elle est non résolue. Et il faut la trouver, la contradiction, la formuler, et l'engager en résolution et trouver des idées qui sortent du cadre pour résoudre cette contradiction. Quand je dis résoudre cette contradiction, c'est pas faire un compromis. Hein, vous comprenez bien que si je trouve un nombre médian de chaises qui ne satisfait ni le confort, ni la capacité, j'ai rien inventé du tout. Si je choisis d'avoir une quantité de lampes qui m'éclaire un peu, mais pas trop pour ne pas trop consommer, j'ai rien inventé du tout. J'ai fait un compromis. Donc l'attitude à avoir face à la contradiction, c'est surtout pas le compromis. C'est comment on peut sortir de ça. Comment non seulement améliorer la luminosité, tout en diminuant la consommation. C'est ça le challenge. Comment augmenter la capacité de cette salle sans augmenter la quantité de chaises ou sans dégrader le confort. Donc c'est ces questions-là qui font qu'on s'engage dans une voie inventive parce qu'on refuse la voie de l'optimisation. Ça, c'est des fondamentaux qui nous singularisent aujourd'hui, qui font que notre chaire est unique et qui font que nos travaux sont aussi uniques dans la façon d'approcher la résolution de problèmes. Alors, qu'est-ce qui distingue TRIZ des autres approches de résolution de problèmes? Son caractère expansif, c'est-à-dire il y a toujours plus de connaissances, eh bien, TRIZ va absorber ces nouveaux domaines. On a probablement des nouveaux domaines tous les jours. Et bien, ces nouveaux domaines vont aussi être objets de contradiction. Donc la théorie va continuer d'accompagner l'expansion des connaissances. Son esprit darwinien, c'est quelque chose qui est très particulier à TRIZ et qui perturbe parfois les industriels, c'est de penser qu'un objet technique est prédestiné et ne dépend pas d'une demande client ou simplement d'un paradigme qui serait celui de réduire les coûts ou d'augmenter les rendements. Son universalité, la notion de contradiction est par essence transdisciplinaire. Elle pourrait s'appliquer à la politique, hein. Elle pourrait s'appliquer à n'importe quel domaine. Il y a des contradictions qu'on aimerait bien résoudre en politique. Et je n'aurais aucune difficulté à en trouver. Alors, TRIZ, ce n'est pas la panacée, parce que je vous dis des fondements théoriques, mais la partie n'est pas pour autant gagnée. On a une théorie de l'invention. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas dans TRIZ et qui justifie qu'on fait de la recherche sur TRIZ, nous, dans notre équipe à CESIP, hein, je garde mon nouveau directeur d'équipe CESIP, dans notre équipe d'ICUBE à CESIP, on fait des recherches sur TRIZ depuis combien maintenant? 29, 30 ans? Mais ouais. Depuis ma thèse de doctorat, en fait. Où y a-t-il des failles? Et qu'est-ce qui justifie une activité de recherche? Bah déjà, son flou. Son flou. TRIZ, je ne vais pas citer quelqu'un qui disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, mais il y a une espèce de flou dans TRIZ qui fait que chacun en a sa propre définition. C'est très embêtant, ça, scientifiquement, hein, en plus. Hein. Et puis, pour enseigner dans une école d'ingénieurs, c'est pas simple, qu'il y ait du flou derrière TRIZ. Sa propension à déléguer. Je m'amuse souvent du fait que, au moment où TRIZ a posé la contradiction, où elle est merveilleusement bien représentative du problème, après, TRIZ vous donne un principe inventif et vous dit, maintenant, débrouillez-vous. Maintenant, il faut trouver une solution. Un petit peu embêtant parce que, oui, TRIZ, c'est pas un presse-bouton. C'est pas un chapeau d'où sortent des lapins. On va proposer une forme canonique d'un problème, une contradiction, et on va vous soumettre des éléments d'information de nature à la résoudre. Donc, on va vous amener deux types d'éléments. Et après, c'est quand même à l'humain d'avoir une réaction. C'est un incentive, hein. Il faut le prendre comme une incitation à réagir de façon créative et à avoir une idée. Elle est facilitée, le phénomène d'émergence de l'idée, il est facilité parce qu'on vous met face à un problème bien formulé,
et face à une information de nature à le résoudre. La réaction, normalement, elle est plus rapide qu'en brainstorming face à une page blanche. Donc c'est ça qu'on cherche à faire, mais néanmoins, on reproche à Trise sa propension à déléguer. Et puis ces méandres, c'est un troisième point, on reproche à Trise aussi de ne pas avoir une démarche claire. Petit 1, petit 2, petit 3, de ne pas avoir une façon structurée et organisée d'être déroulé méthodologiquement. Et donc, Trise, c'est un peu plus compliqué. En fonction de la nature du problème, en fonction de la précision de sa description initiale, en fonction de sa typologie, c'est pas le même chemin, voilà, qu'il faudra parcourir dans la théorie et ses méandres pour parvenir à la solution. Donc, on reproche aussi à Trise les méandres, ces méandres, et sa faible capacité à guider un utilisateur même averti. Alors tout ça, ça justifie une activité de recherche à laquelle on s'attaque avec nos 9 partenaires actuels au sein de la chaire AIAR. On a cette phrase qui nous rassemble et que je rappelle souvent, construire ensemble. Je dis bien ensemble parce que on ne veut pas mener un travail de recherche isolé dans notre tour d'ivoire de l'INSA Strasbourg au 3e étage du bâtiment E. Nous, on veut construire nos certitudes à la lumière des actions qu'on va mener ensemble. Et donc construire ensemble des outils intelligents, parce que M. Bonnet le précisait, on veut accompagner les R&D avec ces outils. Qui accompagnent les utilisateurs, c'est qui? C'est les solveurs de problèmes, les ingénieurs, les scientifiques, les techniciens, tous ceux qui ont des problèmes à résoudre et qui veulent un outil pour les accompagner dans la formulation, la synthèse des connaissances pour la formulation et dans la résolution des problèmes. On veut que ce soit en temps réel parce que l'information, elle est très versatile. Aujourd'hui, on ne peut peut-être pas résoudre, mais si on se met en mode veille et qu'on regarde si les éléments scientifiques nouveaux qui arrivent sont de nature à nous aider à résoudre, il faut être en temps réel aussi. De l'expression de leurs problèmes vers l'information scientifique et technique la plus pertinente de nature à résoudre. Donc on reste dans ce triptyque, assister la formulation de problèmes et trouver l'information scientifique et technique avec quelques outils que ce soit des outils de l'IA, priorité maintenant avec leur capacité à analyser des grands corpus de texte, et amener à l'utilisateur l'information qui va sortir du périmètre de ce qu'il savait. C'est ça qui va être provocateur d'invention. Donc on fait le pari que cette machine à inventer, elle va avoir besoin d'IA. C'est pour ça que Trise, et notre action, c'est plutôt Trise plus IA. C'est pas le Trise, je regarde Gérard, Laurent, ceux qui étaient là il y a 30 ans, c'est pas le Trise des années 90, c'est un Trise aujourd'hui dopé à l'IA. La première étape pour nous, ça a été déjà de désambiguïser les concepts. C'est une ontologie. Trise, c'est quoi? C'est composé de quels concepts et comment ces concepts interagissent les uns par rapport aux autres. Donc, ça a créé pour nous une architecture de base de données. Donc, chaque concept de Trise a été structuré de manière à constituer une architecture dans laquelle on va pouvoir héberger les données. On parle de peupler une ontologie aussi parfois. La seconde étape, une fois qu'on avait désambiguïsé Trise, pour pallier aux reproches qu'on lui fait de ses méandres, c'est informatiser la démarche, parce qu'il n'y a pas de secret. Une démarche informatique, normalement, elle ne souffre pas l'ambiguïté. Elle doit être complètement décrite, puisqu'elle est codée. Donc, informatiser la démarche, ça a été notre deuxième gros challenge, c'est peut-être la deuxième courbe de cycle de vie de nos travaux. Construire une interface logicielle, mais aussi construire ensemble le cahier des charges d'un outil qui accompagnerait un utilisateur dans les méandres de Trise et qui fasse qu'il soit guidé, qu'il soit assisté, et qu'on simplifie considérablement son accès à Trise. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait dans la deuxième vie et on entame depuis quelques années maintenant, depuis
la première thèse de doctorat en TRIZ plus IA, 2015. Hein, Achille, maintenant il est dans une start-up, mais on s'est attelé à automatiser les tâches avec de l'intelligence artificielle. Alors voilà, il y a des algorithmes que vous devez connaître comme BERT et le question answering dans les effets physiques. On a de la similarité sémantique, notamment pour créer des équivalences entre des problèmes. On a du machine learning, des réseaux de neurones qu'on entraîne, qu'on supervise ou pas, ou qu'on semi-supervise pour reconnaître des principes inventifs dans un texte. On a du deep learning et des GAN, dont des outils génératifs pour extraire les contradictions depuis les brevets ou les reconnaître. Et plus nouvellement, on s'intéresse particulièrement à ce à quoi on a accès quand ils nous donnent accès à leurs API, par exemple, aux large language models, notamment pour générer des réponses depuis de très larges bases de données. Tout ça dans l'objectif de tester les outils du marché, mais aussi parfois construire nos propres outils, les entraîner nous-mêmes pour arriver à des résultats. J'en dis pas plus parce que le reste, ça sera le travail des docteurs ou des doctorants de vous expliquer ce qu'on fait sur tous ces sujets-là. Voilà, donc pour le futur, ça c'est notre feuille de route dans les années qui viennent. Pour l'instant, nos tests, on les fait sur des échantillons de quelques millions de brevets. Et ça n'est pas exhaustif de toute la connaissance humaine. Donc on a l'espoir de travailler avec non pas 11 millions de brevets, mais 130 millions. On a l'espoir de ne pas travailler avec 45 000 textes scientifiques, mais avec 300 millions de textes scientifiques. Ça pose un problème d'échelle, d'infrastructure. Heureusement, on a un centre de calcul à l'université. Il faut des puissances de calcul, vous imaginez, colossales, mais voilà, ça reste des problèmes de hardware. On va essayer d'aborder ça. Et le real-time, je ne l'ai pas cité, mais l'instantanéité de l'intérêt d'une news lorsqu'elle tombe, bah, ce n'est pas aux industriels que je vais apprendre que plus on est au courant tôt qu'une connaissance vient de naître et qu'elle vous est utile, et plus elle va avoir d'impact novateur dans les solutions que vous allez générer. Donc le real-time, c'est notre avenir proche. Voilà, comment on fonctionne? On expérimente ensemble nos outils sur des cas d'études. On en a fait avec la plupart des industriels. On analyse, on observe les résultats, on discute avec chaque partenaire, on génère des hypothèses parce qu'il faut qu'on progresse. On n'a pas que des succès parfois. Hein. On met en place de nouvelles recherches, notamment pour construire des outils qu'on veut enrichir, et on présente à nouveau nos résultats. Tout ça au travers de 2 cycles de 6 mois. Donc on se rencontre globalement, comme cet après-midi, tous les 6 mois avec les partenaires pour envisager le prochain cycle et faire le bilan un peu du cycle précédent. Il nous faut des sous. Le Remétropole, la région nous en ont donné, les industriels nous en donnent annuellement. Ça se passe notamment par le biais du mécénat, donc c'est quelque chose qui est un peu conditionnel au fait qu'on puisse faire notre recherche. C'est un mécénat qui passe par l'Université de Strasbourg et notamment la Fondation Université de Strasbourg, mais aussi la SAT, lorsqu'il s'agit de travaux qui font objet de crédit impôt recherche, par exemple. Nous réunir donc 2 fois par an, nous voir autant que nécessaire entre-temps avec chaque partenaire, là, plus sur une étude en particulier. Nos outils sont désormais, et depuis maintenant 2 ou 3 années, relativement fiables. Je dis relativement parce qu'on n'a pas encore des outils professionnels, mais en ligne, sur des serveurs, à disposition de nos partenaires pour être testés et utilisés dans leur logique d'usage. Et puis, on essaye aussi de former parce que, voilà, on n'a pas envie d'être sans arrêt, nous, les experts reconnus de TRIZ et que tout passe par nous. Il faut que l'expertise soit transférée aux industriels et que les industriels s'approprient nos outils, s'approprient l'usage de cette méthodologie dopée à l'IA pour progresser. Je résume, 3 livrables: mener des recherches, expérimenter les outils
proposer des formations à nos méthodes et à nos outils, à nos partenaires. C'est un peu les 3 livrables de la chaire IAR. Notre interface, ben, je vous invite, pour ceux qui ont un peu de temps, à vous y rendre, hein, iar.eu, hein, c'est très simple, hein, vous en rappelez, et vous allez trouver l'ensemble de notre environnement de travail développé par des développeurs qui n'arrêtent pas. Vous avez la feuille de route. Les solvers, c'est notre premier objectif. L'appairage transdisciplinaire, c'est un gros objectif intermédiaire dont on entendra peut-être un peu parler après. Le temps réel, c'est aussi un objectif à plus ou moins long terme, plus particulièrement dans la thèse d'Ilias, qui parlera un peu plus tard. Et puis, on espère bien que au bout de ce cycle-là, on sera en mesure, ben, peut-être que d'enrichir une start-up qui se sera déjà développée depuis, et avec ces nouveaux outils, et puis d'arriver à cette fameuse machine à inventer, ou au moins cet assistant à l'invention qu'on recherche depuis pas mal d'années. Merci à tous pour votre attention. Je reviens à notre programme et vous y verrez que nous arrivons à la partie pause café, à l'échange autour de la pause café. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà vu que la pause café est tout près de l'hémicycle, à l'étage en dessous. Il y a normalement des panneaux qui l'indiquent. Et bah, je vous invite à vous y rendre pour qu'on passe maintenant une petite vingtaine de minutes et de retour dans 20 minutes pour la suite du programme.